Pour moi, le bijou, déjà c'est magique, ça finit une silhouette, ça affirme une personnalité. Donc on ne développe pas les marchés de la même façon. Souvent, les marques, elles évoluent en développant des capsules qui peuvent correspondre au marché. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans ce podcast, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Muriel Piazeur, la fondatrice du salon Precious Room by Muriel Piazeur. Bonjour Muriel. Bonjour Anne. Je suis ravie de t'avoir au bout de mon micro. Moi aussi, je suis très heureuse et honorée. Merci. Alors Muriel, l'amour des bijoux, ça vient d'où ? Avant tout, c'est l'amour du bijou, mais aussi surtout de la mode. Donc c'est inné, on va dire, je pense que ça, je ne peux même pas dire de quand ça vient, ça fait partie intégrante de ma personnalité. Pour moi, le bijou, déjà c'est magique, ça finit une silhouette, ça affirme une personnalité. C'est avant tout la beauté aussi de l'expression. Alors du coup, ton premier bijou lié à ta première tenue waouh, c'était quoi ? On peut dire que les années 80, on peut dire que c'est waouh, c'est avant tout le bijou pour sortir faire la fête. C'est pas forcément le bijou émotion, mais c'est vraiment le bijou, on va dire voyant, le bijou qui justement affirme un style et crée la différence. Et toi, tu portes beaucoup de quoi alors ? Boucle d'oreille, bracelet, bague, c'est quoi ce que tu préfères ? Alors moi, je suis pas du tout boucle d'oreille, je suis surtout collier, bague et bracelet. Bague en accumulation sur ma main gauche parce que je suis gauchère. La main droite en général, je mets une bague, la main gauche, je mets plusieurs bagues et des bracelets. Donc je crée mes looks en fonction du quotidien, comment je m'habille, comment je me sens, quels rendez-vous j'ai, quelles occasions. Tout est lié à ma vie au quotidien, justement. Ouais, le bijou joue ce rôle avec moi. Donc, tu es la fondatrice de ce fameux salon Precious Room by Muriel Piazeur qui mélange le précieux, le bijou couture. Quand est-ce que tu l'as fait et pourquoi et comment ? Voilà. Alors, dis-nous. Oui, alors je vais tout vous dire. On va essayer d'être synthétique. En fait, le bijou, pour moi, est lié avant tout à la mode. Donc ça, moi, je travaille dans l'industrie de la mode depuis plus de 20 ans. Grâce, bien évidemment, à mes expériences salon, j'étais directrice des salons de la mode et j'avais créé un salon qui s'appelait The Box en 2006 où il y avait 80% de bijoux. J'ai toujours essayé d'anticiper les tendances, de révéler des talents. Je suis vraiment connue dans le secteur pour dénicher des talents, être vraiment sur les marques émergentes, les nouveaux designers. Et j'avais lancé à cette époque toute l'arrivée de la haute fantasy, qui, bien évidemment, était de plus en plus remarquée par rapport à une industrie qui était un peu banalisée, avec une offre soit très joaillerie, soit très fast fashion, entre guillemets. Donc, cette arrivée de marques qui étaient incarnées par les créateurs derrière, avec des pierres précieuses, des pierres fines, de l'or ou pas forcément, c'est vrai que ces marques-là ont vraiment marqué l'arrivée de cette nouvelle vague de designers. Et je les ai révélées. C'est vrai que je les ai dénichées, révélées,
montrée grâce au salon. J'avais aussi repéré cette arrivée de la fine jewelry, ce qu'on appelle la joaillerie fine, et surtout cette démocratisation de cette fine dans l'industrie de la mode, puisque les concept stores, les grands magasins incluaient de plus en plus ces marques-là qui avaient une valeur ajoutée de par leur style, leur savoir-faire, leur artisanat derrière aussi, qui était bien sûr remarqué. Donc j'ai fait The Box et après j'ai quitté les salons. Donc j'ai créé ma société en 2011 où je fais toujours du business international pour les marques dans la mode. Et c'est vrai que j'avais envie de revenir aux bijoux parce que pour moi, c'est un marché extrêmement dynamique qui joue un rôle prédominant aujourd'hui dans l'industrie. On le voit d'ailleurs puisque les ventes, même pendant la crise que nous avons passée, sont restées bonnes et même voire meilleures que les autres secteurs. Parce que bien évidemment, c'est lié aux bijoux émotion, à la célébration, à la religiosité, à l'émotion, même à ce qu'on a envie de porter tout simplement. Donc en 2019, j'ai lancé Precious Room by Muriel Piazer. Après 2 ans de travail, de réflexion en tant que consultante, j'ai été proche des marques, proche des acheteurs. Tout simplement, je suis une fan de terrain. C'est vrai que je voyage beaucoup avant la crise que nous avons vécue. J'ai fait quasiment le tour du monde avec l'occasion d'aller prospecter sur les Fashion Week, sur les salons internationaux. Et c'est vrai que ces marques de bijoux précieux étaient un peu isolées. Donc, elles n'étaient pas forcément dans les salons puisqu'elles voulaient un côté plus luxe, plus haut de gamme, un service personnalisé. Donc, j'ai mis 2 ans à créer ce concept de Precious Room by Muriel Piazer que je voulais différent. Voilà, par rapport à ce qu'on vivait, par rapport au showroom, par rapport au salon. Et beaucoup de ces marques étaient dans des hôtels, J'ai recherché un lieu qui déjà pouvait mettre en exergue ces marques. Donc, j'ai aussi trouvé ce concept différent qui, pour moi, est très important puisque j'ai éditorialisé le concept salon. C'est-à-dire que j'ai cassé les codes aussi des salons. J'ai fait une journée, une soirée. Et surtout, je me suis positionnée en haute couture week. Haute couture week. Et pourquoi ? Parce que 80% des achats par rapport au marché sont arrêtés pendant les previews, les pré-collections. Et je me suis dit, on va mixer les deux, c'est-à-dire l'image de la haute couture et en même temps la disponibilité des budgets que les acheteurs ont dans ces périodes de pré-collection. Et je me suis dit, je vais me mettre sur cette période-là, en cassant les codes, en ramenant une valeur ajoutée, en mixant. Alors sur l'offre, c'est vrai que sur les bijoux, mon positionnement véritable, c'est la démocratisation de la fine jewelry dans l'industrie de la mode. Donc c'est vrai que je suis assez différente, atypique comme profil. C'est vrai que ça a été audacieux. Parce que dans le monde du bijou, l'industrie du bijou, vous avez soit la place Vendôme, véritablement avec l'héritage, le respect international que cela engendre, et vous avez la fast jewelry, c'est-à-dire le côté plus moyen de gamme. Et c'est vrai que l'entre-deux manquait à Paris. Les marques me le demandaient, les acheteurs, c'est vrai, qui devaient arpenter les salons pour découvrir éventuellement du bijou précieux, avec cette forte valeur ajoutée, que ça soit bien évidemment sur la matière, mais aussi surtout qui est derrière. Parce que ce qui m'importe, c'est de mettre en avant les créateurs qui sont derrière la marque et de défendre les valeurs de la marque, tout en ramenant un twist mode. Parce que c'est avant tout ma vision, c'est ma perception, donc mes tendances. C'est vrai que j'ai un œil, un style assez atypique, puisque je viens de cette industrie de la mode. J'ai travaillé chez Jean-Paul Gaultier, j'ai travaillé chez Jean-Charles de Castelbajac, j'ai travaillé 20 ans dans les salons, dans le monde entier, puisque j'avais aussi dirigé les salons à New York et en joint venture à Tokyo. Donc cette vision internationale fait de moi, évidemment, la femme que je suis, avec une vision très, on va dire, cette nouvelle génération, avant-garde, que j'essaye de cultiver, et surtout un œil féminin. Voilà, un œil féminin, glamour, en même temps rock'n'roll. Donc c'est vrai que dans mes marques, j'aime bien avoir une diversité de l'offre, puisque mon concept, c'est une marque, une vitrine. Donc c'est assez, voilà, on va dire... particulier. L'idée, c'est que les marques viennent avec une sélection de leur collection et qu'elles présentent cela aux acheteurs, mais pas que, aussi à la presse, aux VIP, aux leaders d'opinion,
L'idée, c'est vraiment d'être comme dans un concept store, mais destiné au business to business. Et alors, dans ce montage, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Alors d'abord, je voudrais bien savoir comment tu as choisi le Palais Vivienne, quand même, avec tous ces ors, etc., avec l'héritage de Napoléon, bref. Comment tu l'as rencontré et pourquoi? Et qu'est-ce qui est arrivé en premier, c'est-à-dire le fixe, avec le salon physique, et justement cette plateforme dont tu as été quand même la première à créer et à joindre les deux, c'est-à-dire la vente physique et quelque chose qui continue d'une allée sur l'autre ou d'un événement sur l'autre sur la plateforme. Parce que ça me semble vraiment une innovation en bijoux qui était avant le Covid. Maintenant, tout le monde sait qu'on achète du bijou sur Internet, mais toi, tu avais commencé quand même 3 ans avant, 2 ans avant. C'est ça. Alors, le Palais Vivienne, premièrement, c'est une rencontre. Donc, c'est une rencontre que j'ai fait 3 ans avant le lancement de Precious Room. Je cherchais un lieu. Alors, quand j'ai créé le concept de Precious Room by Muriel Piazer, déjà, je l'avais en tête sur le logo, le concept, très élégant, assez intemporel, très aussi French touch, le côté noir et blanc. Et j'ai voulu ramener le côté Paris. Paris, capitale de la mode, Paris, l'héritage de tout ce qu'on peut penser de Paris, avec bien évidemment l'héritage, l'histoire, la richesse aussi des lieux, historiquement. Et j'ai rencontré Pierre-Jean Chalençon et le Palais Vivienne. Quand je suis arrivée au Palais, j'ai dit, mais c'est là. Voilà, il n'y a pas eu de doute. Déjà pour le côté magnifique du lieu, qui est un petit bijou comme ça dans Paris, privé, donc en étage. Pour les bijoux, la joaillerie, je me suis dit c'est parfait. Et surtout, j'ai voulu casser ces codes entre modernité et tradition, puisque ramener une nouvelle génération de designers de bijoux, du précieux, de la joaillerie avant-garde dans un lieu traditionnel, je trouve que c'est ça qui est aujourd'hui très contemporain dans l'axe. Donc j'ai fait 3 éditions là-bas. Ensuite, je me suis dit, étant donné que je ne présente que 2 éditions par an, beaucoup de mes marques me demandaient, Muriel, on veut être avec toi à l'année. Toute l'année, on veut que tu nous représentes, parce que Precious Room by Muriel Piazer est avant tout un événement, un rendez-vous, mais c'est aussi une marque qui s'exporte à l'international. Aujourd'hui, j'ai des projets pour aller au Japon, intégrer un salon. J'ai eu des propositions pour intégrer un department store. Donc, je me suis dit, il faut que je sois forte de propositions pour mes marques. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je leur propose un showroom virtuel, une plateforme. Donc, j'ai collaboré avec, et je collabore toujours avec le New Black, qui est un showroom en ligne, uniquement accessible par un login. Les marques créent leur propre plateforme à l'intérieur d'une page qui est créée Precious Room by Muriel Piazer, un showroom. Et c'est vrai que ça a été exceptionnellement une réussite. En plus, c'est vrai que je l'ai créé aussi avec la crise sanitaire. C'est vrai que tout d'un coup, le service est devenu incontournable sur le digital. C'est vrai que vendre les bijoux en ligne, c'était un challenge. Comment ramener cette part d'émotion? Quand on achète un bijou, on aime l'essayer, le toucher, voir l'éclat, que ça soit des pierres, que ça soit l'éclat aussi de l'or. Véritablement, c'est un enjeu. Et c'est vrai que j'ai demandé à mes marques d'être extrêmement créatives, d'aller au-delà juste d'une photo, des photos qui sont mises avec le lookbook, mais ramener vraiment l'émotion par la vidéo, par l'image. Voilà, et bien évidemment le son. Donc j'ai été agréablement surprise. C'est vrai que les connexions via la plateforme on reste sur un marché de niche, mais ça reste. J'ai eu des belles prises de commandes, j'ai eu des très belles présentations qui se sont faites après la connexion en rendez-vous physique. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de rester sur le phygital. Donc, le mélange entre le digital avec la plateforme et revenir à l'événement physique au Palais à partir de janvier prochain. Muriel, tu as dit tout à l'heure que tu avais eu une grande carrière en mode. Tu peux nous la retracer ? Avec plaisir. Ma carrière, en fait, c'est déjà l'école française des attachés de presse. De là, j'ai créé des opportunités. J'ai eu la chance d'intégrer le bureau de presse de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier a été le parrain de mon mémoire.
J'ai eu cette chance de baigner dans ce monde de la mode, de la création, avec l'enfant terrible de la mode qui est Jean-Paul Gaultier. Donc ça m'a vraiment ouvert des portes. De là, j'ai fait plusieurs petites expériences, notamment chez Toronto de Couture, Jean-Charles de Castelbajac. J'ai aussi, je suis après arrivée par opportunité dans les salons professionnels, donc avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Avant, j'ai été à Who's Next. J'avais créé un secteur dédié à la jeune création qui s'appelait Fresh. Donc j'ai commencé comme responsable commerciale. Je suis devenue directrice de l'ensemble des salons. J'ai un parcours passionné de terrain, beaucoup de terrain. J'ai eu cette chance de voyager très vite grâce au salon et d'avoir la vision internationale de l'offre, que ça soit... Et aujourd'hui, je suis toujours très internationale, puisque ma force, c'est vraiment la vision 360 degrés, que ça soit sur l'industrie, mais aussi par rapport au pays, parce que je connais très bien comment une consommatrice russe s'habille par rapport au Middle East, où je suis allée plusieurs fois, et en Russie aussi, par rapport aux États-Unis, et par rapport à l'Europe. Donc c'est vrai que cette expertise, qui est une force, m'a ouvert des portes. J'ai quitté les salons en 2011, voilà. J'ai créé ma société tout de suite, donc Muriel Piazer Consulting. Je fais toujours du consulting pour les marques et j'en fais toujours d'ailleurs, j'en fais aussi pour mes marques de bijoux, de Precious Room by Muriel Piazer. C'est une envolée, c'est une passion, c'est ma vie. Ma vie de femme. C'est vrai que j'aime particulièrement la mode prêt-à-porter féminin, les créateurs, aussi la couture. Et les bijoux, pour moi, sont une valeur ajoutée, une valeur essentielle de cette mode. Et on le voit aujourd'hui de plus en plus dans les magazines de mode. On voit cette démocratisation même de la joaillerie qui va se mettre en cassant les codes avec du streetwear, avec des looks jeans, avec des looks complètement casual. Le bijou vraiment a une part essentielle aujourd'hui dans la mode et la tendance et dans la personnalisation de la silhouette. Vraiment, on est dans le cœur aujourd'hui de ce bijou précieux qui est incontournable. Alors, si tu nous donnais quelques tips, parce que bon, ça va être Noël, on va peut-être enfin arriver à faire une soirée, au Nouvel An peut-être, à Noël peut-être, parce que tu nous dis, je connais bien comment les femmes du monde entier s'habillent. Alors bon, on est à Paris, qu'est-ce qu'on met ? Alors bon, à Paris, on est connu pour être, ce qu'on dit, l'élégante, avec cette French touch, l'élégance raffinée, avec un côté, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment toujours, c'est mon style et je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est mon style. On affirme cette personnalité à Paris avec le côté de bijoux qui sont plutôt bijoux fins, donc en accumulation. Alors c'est vrai qu'on a une tendance sur le côté bohème, gypsy bohème, avec les petites pierres précieuses, avec le côté talisman, beaucoup en ce moment, notamment sur la parisienne. Mais par exemple, si vous allez en Russie ou au Middle East, on est sur vraiment des bijoux qui se voient, des bijoux qui sont plus imposants. Donc on a... soit sur le nom du bijou, la marque du bijou, donc on a parfois cette valorisation de par des noms qui font rêver. Alors c'est l'équivalent du luxe dans le prêt-à-porter. On va mettre en avant des modèles de bijoux qui sont référents dans des marques de luxe. Et nous, par exemple, en Europe, on est plus sur affirmer des nouveaux créateurs par rapport aux valeurs qu'elles véhiculent. C'est-à-dire qu'on s'identifie, on a des coups de cœur et on achète plus maintenant aussi. Personnellement, le budget, c'est nous-mêmes. On n'attend pas forcément le cadeau. Donc ça, c'est une connotation très française et très européenne par rapport donc à la Russie et les États-Unis. On est sur du statement, du bijou statement, c'est-à-dire du bijou qui va se voir par rapport à une soirée. Donc on est des bijoux très, ça peut être du strass, mais aussi des diamants, bien sûr. Donc aujourd'hui, on n'hésite pas à mixer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et à accumuler. Voilà. Le bijou, aujourd'hui, ramène une valeur ajoutée par rapport à la banalisation de l'offre, et notamment par rapport à la mode, parce que c'est vrai qu'il y a des pays où on prend moins de risques et on s'habille moins aussi pour sortir. Et le bijou va faire cette différence. Et dans les
dans les formes de bijoux. C'est-à-dire que, on sait très bien qu'au 19e, les 2 bracelets, ça se portait d'une façon hyper symétrique. Point, c'était tout. D'ailleurs, on vient de vendre les bracelets de Marie-Antoinette. Ils étaient 2, parfaitement identiques. D'ailleurs, ils pouvaient se mettre en collier en se joignant, ce qui est absolument formidable. Mais aujourd'hui, il y a souvent un porté plus décomplexé et surtout asymétrique. Est-ce que cette tendance-là, elle est un peu partout ou pas ? Alors, moi, je dirais que c'est une tendance qui est beaucoup liée en ce moment aussi à ce qu'on voit sur les podiums et aux tendances qui sont véhiculées par les magazines de mode. C'est vrai qu'elle est asymétrique, elle est surtout osée. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va prendre plus de risques en mettant des bijoux qui parfois peuvent créer justement l'effet waouh. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il y a une prise de risque affirmée. Je dirais que l'accumulation est assez impressionnante aujourd'hui sur le bijou, c'est-à-dire qu'on ose accumuler parfois des styles qui sont pas forcément cohérents. Des ors pas pareils. Des ors pas pareils, et surtout même des matières. Ça peut être du semi-précieux avec du précieux. On ose un peu comme dans la mode. Quand on mixe entre la fast fashion et le luxe, on ose aujourd'hui. Un peu comme Chanel qui mélangeait ses vraies perles et ses fausses perles. Exactement. Et on est vraiment dans ce qu'on appelle la démocratisation. Et c'est vrai que ça soit même la place Vendôme, aujourd'hui, elle crée des lignes qui sont plus accessibles pour, entre guillemets, voilà, la consommatrice finale qui veut se faire un cadeau. On n'est plus obligé d'attendre, d'aller pour célébrer. On a envie de porter du bijou différemment et surtout qui nous correspond. Oui, je pense qu'on mixe énormément, on ose. Après, on achète beaucoup aussi le talisman. Le bijou talisman, aujourd'hui, est devenu essentiel parce qu'il rassure. Alors, le bijou talisman, c'est-à-dire avec des gris-gris, avec des couleurs façon hippie, pas ça ? Le talisman, oui, c'est lié, alors, bien sûr, à la religiosité, donc, et surtout au gris-gris, et surtout à se faire du bien. On est aujourd'hui, depuis véritablement la crise que nous avons vécue avec cette crise sanitaire, on a envie à nouveau de se sentir bien, d'être dans l'hédonisme. On appelle même, dans les bureaux de tendance, ça s'appelle le mind style. Donc on est passé du lifestyle au mind style. Le mind, c'est vraiment l'esprit, donc être en adéquation entre son état d'esprit et c'est ce qu'on porte. Et le bijou est représentatif beaucoup aujourd'hui de cela. On a des marques qui sont emblématiques de ça. Voilà, comme Jackie Hive, qui était partie des amulettes, avec le message religieux à l'intérieur. Aujourd'hui, ça peut être l'œil, ça peut être la main, bien sûr les croix. Mais le bijou talisman est essentiel. Il répond véritablement à un code de vie qui fait du bien et qui apaise. Quand tu parles de religiosité, ça peut être des croix, d'accord, ça peut être des étoiles, ou c'est le côté mystique, je dirais, ou par exemple les pierres de pouvoir, où on va mettre le quartz pour son amoureux, où on va mettre le lapis parce qu'on a une réunion et qu'il faut qu'on parle. Est-ce que c'est un peu ça ? Tout à fait. On est sur l'holistique avec le pouvoir des pierres sur l'état d'esprit et ça peut être par rapport à son signe astrologique, ça peut être par rapport à la lune, par rapport à l'astrologie aussi. C'est assez incroyable ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques qui se développent par rapport à ça, qui créent leur concept autour de l'holistique, du talisman. Ça peut être lié au sport comme le yoga, la méditation. On est dans l'hédonisme, on a besoin de se rassurer. Véritablement, c'est quelque chose qui devient essentiel, d'être au maximum dans le wellness, se sentir bien, sereine. Et c'est vrai que ces pierres, ce pouvoir des pierres est de plus en plus expliqué, revendiqué par les créateurs. C'est vrai que sur Precious Room by Muriel Piazza, j'ai vraiment révélé aussi des talents aujourd'hui qui sont des références. Je veux dire Jackie Hive, Dorothée Saucé, qui aussi autour de... Elle est à Bali, elle travaille le pouvoir des pierres, elle travaille les codes aussi liés à l'hindouisme, etc. C'est vraiment quelque chose qui doit se ressentir à l'intérieur de soi-même. Donc ça fait dire peut-être aussi des médailles avec des choses marquées dessus, des messages. Voilà, des médailles avec les signes astro, des médailles avec des messages. On a énormément cette tendance, des bijoux avec des médailles, des signes, des couleurs, et ces accumulations aussi qui sont emblématiques, qui ont du sens. Donc si on fait des accumulations, ça veut dire qu'en soi, le bijou, il est
pas gros, sinon on peut pas l'accumuler. Tout à fait. Et c'est pour ça que je parle que, par exemple, aux États-Unis, elles sont beaucoup plus sur le bijou statement, qui est un bijou assez imposant, que ça soit en manchette ou en bijou plastron ou en choker, parce que le choker revient énormément. En Europe et au Middle East, c'est aussi Middle East, ils sont quand même sur le bijou statement avec un peu de twist, mais ça reste sur des matières vraiment l'or. Ils vont pas beaucoup aller sur de la haute fantasy ou du bijou précis. C'est-à-dire qu'on est plus sur la tendance européenne par rapport à ça. La Russie s'intéresse aussi, de plus en plus les grands magasins intègrent des marques qui sont connues justement pour amener cette valeur ajoutée sur le bijou précieux. La fine jewelry, les nouvelles tendances de joaillerie, avec de la créativité très 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 poussée, qui prend des risques, parce que c'est vrai qu'on sort des sentiers battus et c'est ça qui est intéressant justement. Oui, l'accumulation, c'est des petits bijoux avec des pierres, la plupart du temps, des pierres fines ou des pierres précieuses, et de la symbolique. En accumulant du plus court au plus long, on affirme un style. Alors en effet, on parlait de gypsy bohème, on peut parler de côté un peu rock'n'roll, parce que on peut avoir aussi l'accumulation, que ça soit de l'or blanc ou avec des diamants ou de l'argent, des chaînes, des gros maillons. Aujourd'hui, on a une tendance de la grosse chaîne qui revient, donc énormément, en court mais aussi en long, dans des bimatières aussi. On suit un peu dans les bijoux les tendances que nous impose aujourd'hui la mode. La mode aujourd'hui on impose qu'on s'habille comme on a envie et c'est surtout moins de diktats qu'avant. Et ça, c'est quand même plaisant. Parce que moi, quand j'ai commencé dans la mode dans les années 90, c'était vraiment très lié à ce qu'on voyait sur les podiums. Les magazines de mode, elles choisissaient 2-3 thématiques, exemple pour les spéciales mode. Là, vous prenez le spécial mode, aujourd'hui, vous avez tous les styles proposés. Du glamour au street, au hip-hop, au rock'n'roll, au romantique, au bohème. On est un peu là-dedans dans les bijoux. Et c'est vrai que sur Precious Room by Muriel Piazer, j'aime avoir cette diversité, que ce soit le bijou floral, le bijou minimaliste, le bijou statement, le bijou talisman, le bijou très épuré, contemporain. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Alors, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une marque ? Parce que, jeune ou pas, peu importe, mais comme tu racontes que entre effectivement la Russie, les États-Unis et la France, c'est quand même 3 portées hyper différents, et qu'aujourd'hui on vend sur Internet, c'est-à-dire a priori au monde entier, comment positionner une marque pour qu'elle satisfasse tout le monde ? Alors ça, c'est un gros challenge. Aujourd'hui, le business développement pour une marque, c'est avant tout partir du produit et du prix et du marketing. Il y a toujours cette analyse en premier. Après, le consommateur final, il va bien sûr découler de cette stratégie. C'est très compliqué de se développer dans tous les pays en même temps. Ça, en général, ce n'est pas possible. En général, on part d'une cible prioritaire et on la développe. Bien sûr, on prend de la notoriété. Et ensuite, on peut développer d'autres capsules qui correspondent. Par exemple, on n'a pas parlé de l'Asie, mais la japonaise, la chinoise. Aujourd'hui, la Chine, c'est très intéressant parce que les milléniums, justement, mixent des bijoux qui sont complètement hors code, avec des styles vraiment très différents. Et ils ont une certaine valeur ajoutée aujourd'hui qui est intéressante dans l'industrie de la mode aussi, parce que c'est très coloré. Par exemple, en Chine, comparé en Europe et en France, on sait qu'on n'est pas du tout dans ces codes-là. Alors que la japonaise, elle va aimer les petits bijoux très, très, très fins et très discrets. Alors, bien évidemment, il y a une recherche de valeur ajoutée. Donc, on ne développe pas les marchés de la même façon. Souvent, les marques, après, elles évoluent en développant des capsules qui peuvent correspondre au marché. Mais ça se fait en plusieurs temps. Une marque, elle doit déjà affirmer son identité. C'est très important. Une identité par des valeurs, par des iconiques. Voilà, ça, c'est toujours important d'avoir le bijou iconique. Le bijou iconique, c'est-à-dire le bijou qu'on va reconnaître en disant « Ah, ça y est, c'est cette marque-là parce que c'est cette forme-là ». C'est ça que tu veux dire ? Exactement. Avec ce matériau ou pas ? C'est lié au matériau c'est lié au style. Au style. Voilà. Et ça, je dirais, c'est exactement comme dans la mode. Aujourd'hui, toutes les marques recherchent cela. Parce qu'elles doivent faire face à une énorme, on ne va pas se mentir, à une énorme concurrence. Elles doivent sortir du lot. Donc, on sait que les réseaux sociaux sont un des moyens essentiels, notamment, on peut le citer, Instagram, qui est la vitrine aujourd'hui et qui renvoie vers ce qu'on appelle le drive to store. L'idée, c'est vraiment qu'on crée sa communauté et qu'ensuite, on clique
pour aller vers le e-shop et créer jusque la commande. Donc ce travail est très important en termes de marketing. Voilà. Je pense que l'incarnation, et c'est pour ça que je dis toujours aux marques, il faut qu'on vous reconnaisse. Et ça a été pareil dans mon expérience au niveau de la mode. J'ai défendu beaucoup de créateurs. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont véritablement des produits reconnaissables, c'est-à-dire identifiables. Et le bijou, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on dit, ah tiens, ça c'est Sophie Dagon. Ah tiens, ça c'est percé. Parce qu'on va reconnaître le diamant percé, le bijou qui a une valeur ajoutée. Aujourd'hui, voilà, Sophie, par exemple, Dagon, elle a travaillé... un mélange de couleurs très très spécial au niveau des pierres précieuses avec de l'émail. Dorothée Saucé, on sait que ça va être l'holistique avec ces petites pierres précieuses, ce mélange un peu particulier lié à l'Inde, l'Indonésie. Voilà, donc ça c'est important. Je dirais c'est primordial de vraiment travailler son identité, son positionnement et son marketing. C'est quand même un petit peu compliqué pour une marque parce que si j'écoute ce que tu me dis, il faut que je choisisse mon marché en me disant, bon, par exemple, je prends l'Europe, la France, voilà. Donc, il me faut du petit avec des pierres, parce qu'on est holistique. Petit, parce qu'il faut que ce soit cumulable. Mais en même temps, il faut que ce soit gris-gris, donc que ça protège. Et en plus, il faut que ce soit différent. Ça, c'est une analyse du marché. Après, la marque, elle doit avant tout partir d'un concept. C'est son concept, ses valeurs, son style. Après, les ouvertures vers l'international, elles se font ou elles ne se font pas. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui ont décidé d'aller vers le business to consumer et de ne pas aller vers le wholesale, le retail. C'est-à-dire qu'elles travaillent leurs consommateurs finaux par rapport à la cible et par exemple aux réseaux sociaux et à la création d'un e-shop qui va véritablement mettre en exergue les bijoux. Il faut avant tout que c'est pas forcément l'analyse des tendances, c'est l'analyse du marché. C'est surtout savoir si on va vers du business to business ou du business to consumer et comment on y va. Voilà, les moyens avec véritablement, je dirais que le travail autour du produit, cette valorisation qui se font avec le marketing, les réseaux sociaux sont aujourd'hui très importants et je dirais incontournables. C'est en ce sens que je veux dire. Après, le succès d'une marque, il se fait avant tout par rapport à son identité et à son style et bien évidemment à la qualité des bijoux. Et on en revient toujours au style quand même. Alors pour moi, le style, c'est primordial parce que je viens de l'industrie de la mode. Et que je ne peux pas concevoir le bijou tradit, même s'il est traditionnel, même s'il est magnifique, pour moi, bien évidemment, n'a pas la même valeur ajoutée. Aujourd'hui, on cherche quand même ce style dans un bijou qui va faire que quand on vous voit, on vous parle, on va repérer le bijou, on va remarquer, et ça va affirmer votre personnalité. Ça c'est ce qui m'intéresse moi. Et aussi dans la recherche de mes marques. C'est-à-dire que le travail que je fais sur cette recherche qui est assez atypique. On me demande souvent comment je fais ma recherche. Ma recherche, déjà, elle vient d'une recherche personnelle que je fais via les magazines de mode. Je fais beaucoup de terrain, donc je vais voir les boutiques. Je fais beaucoup de recherches personnelles et surtout sur Instagram. C'est vrai qu'Instagram va être vraiment le déclencheur de savoir si je vais la prospecter. Après, on peut me parler d'une marque et ensuite alors je connais bien sûr les marques qui sont dans l'air du temps, qui sont sur le marché, les marques référentes parce que je suis dans l'industrie depuis longtemps et je sais exactement celles qui plaisent et pourquoi. Après, je prends des risques. J'aime bien aussi casser les codes de ces salons un petit peu, justement, bijoux qui vont montrer, oui, en effet, une très belle pièce, très beau bijou, mais qui, pour moi, ne ramène pas l'effet waouh. En fait, je recherche beaucoup l'effet waouh, l'émotion. Voilà, l'émotion, vraiment de dire, je la veux, c'est magnifique, qui est derrière cette marque? C'est créer cet effet émotionnel. Alors, en dehors de la stratégie, si on parle du bijou en termes de pièces, il y a aussi des modes là-dessus. Moi, je sais que dans les années 80, je ne sortais pas sans mettre une broche tout le temps. Et aujourd'hui, les broches, on en trouve beaucoup moins. Tu me diras, s'il faut accumuler, ça serait plus compliqué parce que les tissus d'aujourd'hui, je peux retrouver ma veste. Mais est-ce qu'il y a comme ça des bijoux qui durent dans le temps? Je sais que par exemple, l'achat le plus important, c'est les bagues. On continue à porter de la bague. Maintenant, moi j'ai plusieurs boucles d'oreilles. Est-ce qu'on accumule aussi? Enfin, qu'est-ce qui ne se fait plus du tout et qu'est-ce qui se fait et qui est tendance?
Alors, moi, je dirais que c'est vrai qu'on a une grande tendance autour de la boucle d'oreille et surtout le piercing avec l'accumulation des boucles d'oreille au niveau vraiment de l'accumulation, c'est-à-dire des piercings. Dans les magasins, on a une tendance sur les piercings bars, vraiment les marques qui peuvent proposer quelque chose de différent. Donc, on a un retour à ça, un peu punk, un peu rock'n'roll, mais avec des pierres précieuses. Voilà, donc ça, c'est très important. On a le retour du collier, énormément. Donc, on a les colliers qui sont autour des pierres précieuses, mais du semi-précieux aussi. On a ce qu'on appelle les pierres fines. Voilà, et surtout le bracelet. On a les manchettes qui sont très tendance. Ce qui se fait plus en ce moment, on a eu une grande tendance autour des sautoirs. On avait énormément de sautoirs dans les années 90. Là, on n'est pas trop dans le sautoir, on est plutôt dans les chaînes assez courtes. Je te parlais des chaînes, des gros maillons, tu sais, les chaînes un peu 90, un peu streetwear, revisité, grunge. Voilà, ça c'est vraiment la tendance aussi. Et surtout, la BO revient énormément, mais pas la grosse BO. Parce qu'on a eu une époque où on mettait des gros anneaux. Ça, c'était vraiment une grande tendance aussi, qui ne se fait plus actuellement. Les énormes anneaux, même tous les anneaux boucles d'oreilles. Là, on est plus sur des petits bijoux d'oreille en accumulation. De la pampille, alors? Pas forcément, mais du précieux, mais surtout, toute l'oreille est habillée. Voilà, pas forcément de la pampille, mais on a, comment on appelle ça, tu sais, les petites boucles d'oreilles, un peu comme tu portes. Hein. C'est quoi? C'est des dormeuses. Oui, c'est ça. Voilà, on a ces dormeuses avec à côté des styles différents. L'oreille aujourd'hui est très mise en avant dans la tendance, énormément. Et les bagues aussi, la chevalière qui revient énormément. C'est curieux, la chevalière. La chevalière revient. Voilà, c'est un bijou d'avant, quoi, j'allais dire. Tout à fait. Par exemple, la chevalière est très tendance. Tous les créateurs en font, là, en ce moment. La gourmette revient. Donc, en lien avec la grosse chaîne du collier qui est là, mais pas forcément longue. Elle est vraiment en choker. Voilà, donc on est là-dedans. La manchette est très tendance. La manchette est partout. Et la manchette, elle s'accumule aussi? Non. Donc on prend tout le bras ou on en prend une grosse? Non, la manchette, elle se porte... elle est toujours très essentielle dans le vestiaire, entre guillemets, bijou. Elle est statement et elle se retrouve déclinée. C'est un bijou magique, la manchette, intemporelle. Après, on a beaucoup... les petits bracelets avec ces pierres précieuses qui s'accumulent, les perles, on a ce retour aussi, mais ça c'est dans la lignée de Gypsy Bohème, on est beaucoup là-dedans. Toujours ce côté wellness, on se fait du bien avec ce bijou porté. Voilà. Oui, parce qu'à un moment donné, la perle, c'était plus du tout à la mode. Et je sais que les marques ont fait beaucoup d'efforts pour atteindre la nouvelle génération et en faire quelque chose de moderne. Et tout donc, à fait. Maintenant, pour la faire moderne, on la porte mélangée, c'est ça? Exactement, on casse les codes, on la porte avec du jean, avec du cuir, on la démocratise, on casse les codes, bien sûr. La perle, ça revient énormément dans le côté très contemporain. Elle est très épurée en général ou très baroque. Et justement, l'idée, c'est de casser avec ce style qui va être plus minimaliste ou très hip-hop, très streetwear. Donc, on est vraiment dans ces différences de style et casser les codes, c'est très, très tendance. Alors, dernière question. C'est une question que je pose à tout le monde. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme aujourd'hui qui voudrait faire comme toi? Moi, je dirais le plus beau conseil, c'est suivre ses instincts. Se donner les moyens de pouvoir accéder à cette part de rêve qui correspond bien sûr au travail. Exemple, c'est croire en soi. Moi, je dirais que le premier conseil, c'est vraiment avoir confiance en soi, s'écouter. Parce que je vais te dire, ça c'est vraiment entre nous, je donne des cours en master, j'ai des étudiantes et c'est vrai que la plupart du temps, je leur parle beaucoup de cette confiance en soi et qu'elles aient vraiment cette idée que rien ne vient tout seul. C'est vrai qu'il faut créer des opportunités. Moi j'en ai créé. Je suis un exemple de self-made woman, je venais du sud de la France. Je suis arrivée, j'avais 23 ans, j'ai fait une école, ensuite j'ai poussé des portes, j'ai eu des refus. J'ai repoussé des portes, on m'a pris. Après, faire sa place, c'est vraiment travailler dur, évidemment. C'est croire en soi, prendre des risques, bien sûr contrôlés, savoir se faire respecter en tant que femme. J'étais directrice des salons, j'ai vraiment une expérience de terrain où je sais ce que c'est d'avoir à prouver parfois plus que les autres. Je ne suis absolument pas féministe, je suis juste réaliste.
de cette vie pour se faire respecter, de cette vie de travail, de cette vie professionnelle qui engendre des parcours un peu parfois difficiles. Après, moi, j'aime bien dire avoir une part d'audace et être naturel, être humble. J'ai toujours eu cette part d'humilité parce que je suis bien dans ma peau. C'est vrai qu'aussi, j'ai eu des moments difficiles. Donc, c'est vrai que, et j'en ai toujours, parce que j'ai ma société. Bien sûr, quand vous êtes seul à bord et que voilà, vous créez votre entreprise, votre marque, c'est quand même un challenge énorme. Et ce que je me dis, c'est que c'est tous les jours un challenge. Tous les jours, je me dis, Muriel, tu te lèves, c'est parti, tu vas essayer de te faire plaisir. Voilà, ma vie, c'est mon travail, bien sûr, ma famille, mais je veux rester toujours dans cette étincelle dans mes yeux, de se dire, tiens, j'ai fait ça, je suis heureuse, j'ai contacté telle personne, ils m'ont dit OK ou pas, mais l'idée, c'est de faire un challenge, d'être satisfaite de ce qu'on a, voilà, au moment X. J'aime ma part d'audace, j'aime le respect, je respecte et les gens me respectent aussi. Je pense que ça, c'est très important dans le conseil. C'est pas vouloir aller plus vite que la musique, parce qu'évidemment, il y a des étapes dans la vie, on le sait. Mais quand on a un succès, une réussite, c'est vrai qu'il faut l'apprécier et se dire, OK, ça c'est bien, on va continuer, on va essayer de faire encore mieux, tout en ayant toujours cette part de je suis bien dans ma peau et je suis contente de le faire. Ça, c'est pour moi très important. Sur ces mots, on va arrêter. Je retiens ton conseil. Travailler, se faire plaisir, travailler et reconnaître qu'on a réussi. Voilà. Exactement. Ça fait 25 ans, j'ai l'impression de travailler comme au premier jour. Et c'est vrai que tout ce que j'ai fait me donne encore plus cette force-là. Surtout rester dans l'humilité aussi, ça c'est important, tout en se faisant respecter. Voilà, donc merci beaucoup Anne, c'est ça. Eh bien merci beaucoup Muriel. Et donc, Precious Room by Muriel Piazeur, c'est Precious Room by Muriel Piazeur, la prochaine édition c'est le 26 janvier 2022 au Palais Vivienne. Il y aura environ 35 marques. Je suis très heureuse parce que c'est vrai que voilà, les marques ont répondu présent, il y a vraiment des belles découvertes. Pas que française, bien sûr, on est sur cette vision internationale. Voilà. Rendez-vous au Palais Vivienne. Merci Muriel. Merci Anne, merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Muriel Piazeur sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast Il était une fois le bijou est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler. Mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous avec Brillante sera le 23 janvier, l'année prochaine. Aujourd'hui, c'était le dernier podcast de 2021 et je reprendrai le micro le 16 janvier sur le podcast Le bijou comme un bisou. Et oui, je fais une petite pause de fin d'année. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, une année 2022 brillante, et vous donne rendez-vous le 16 janvier.